Muchas gracias. Buenas tardes por estar aquí. Bonjour, bonjour. Merci d'être tous ici. C'est la 4e journée que nous avons du cycle organisé par l'ICAE et la Casa Encendida. C'est un cycle de dialogue public, de débat et d'analyse sur les conflits armés et les différents scénarios de tension. Et aujourd'hui, on va se consacrer aux femmes et aux fillettes, aux jeunes filles, et nous allons parler et analyser et comparer également, savoir ce qui se passe avec ces femmes et ces fillettes dans 2 zones de conflits armés permanents depuis de nombreuses décennies, la République démocratique du Congo et la Colombie. Et nous allons comparer ces 2 pays qui partagent certaines caractéristiques similaires et qui ont également des processus très différents de paix et des processus très différents également et des pics très différents également de violence armée. Je voudrais remercier l'IECA ainsi que la Casa Encendida qui est le lieu adéquat pour ce genre de débat. Et bien entendu, nous allons d'abord, bien sûr, présenter les 2 femmes et nous avons vraiment fait beaucoup et il y a mis beaucoup d'énergie pour qu'elles soient parmi nous. Je vais vous les présenter maintenant et nous allons essayer de répondre à une question centrale, à savoir les impacts, différentes actions menées par les femmes en faveur de l'application des accords de paix dans leurs pays respectifs et de résolution pacifique des différents conflits armés locaux qui se sont produits au cours des décennies et qui continuent à se produire en République démocratique du Congo et en Colombie. Je vais tout d'abord recevoir Yvette Mushigo, qui vient de Bukavu, qui est la capitale de Kivu Sur, au sud de la République démocratique du Congo. Yvette est juriste, c'est une experte en justice de genre et dans l'agenda femmes, paix et sécurité. Et c'est la secrétaire générale d'une organisation qui s'appelle Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation, SPR. C'est un réseau de 37 organisations de droits de l'homme dans 3 pays en frontière, Rwanda, Burundi et l'RDC. C'est la région des Grands Lacs. Yvette, bienvenue ici parmi nous. Yvette. D'être là. Merci Yvette. Y tenemos también a Luz Estela Romero. Et on a également Luz Estela Romero, qui est de Barranquilla, de la région du Caraïbe, la côte nord de la Colombie. Luz est avocate et défenseur des droits de l'homme. Elle est une des fondatrices du collectif, du groupe des femmes dans le droit. Colemad, ça s'appelle. Et actuellement, Luz, elle vit sous un statut de protection internationale dû aux menaces qu'elle a reçues contre sa famille et contre elle-même. Et l'organisation Colemad a le statut de consultatif auprès des Nations Unies depuis 2019. Bienvenue, Luz. Merci à tous et toutes de nous avoir invités. Bon, je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé, que Yvette soit parmi nous. Elle vient de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Elle a mis 3 jours pour arriver jusqu'ici, pour arriver en Europe. Elle nous racontera un peu plus en détail si elle le veut. C'est un voyage qui implique également un déplacement pour elle long de milliers de kilomètres et un effort pour être ici avec nous et pour nous parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle va nous raconter ce qui se passe. Et Luz, merci également, elle habite dans ce pays, dans une situation, comme l'a dit, de protection internationale. Elle habite donc en Espagne. Merci beaucoup, Luz, pour avoir envie de partager avec nous tous et toutes ce qu'il en est, dans un espace sûr pour vous. Pourquoi avons-nous invité Yvette et Luz? Eh bien parce que toutes les deux, ça fait plus de 20 ans qu'elles travaillent pour la paix
au milieu de guerres, au milieu de contextes plein de conflits et de violences. Et elles ont vu passer différents processus de paix, les tentatives également de cesser le feu, etc. Dans le cas de la Colombie, avec plein d'espaces de violence, etc. Avec des communautés rurales dans l'est de la République démocratique du Congo qui ont été attaquées, etc. Les deux organisations qu'elles représentent des espaces de construction de paix et de non-violence, particulièrement pour les femmes. Ce sont des espaces vitaux qui sont sûrs. Et donc, les deux, avec leurs collègues respectives, elles essayent d'impulser, de développer des stratégies, etc., et avec des alliances internationales également, des résolutions pacifiques de conflits, garanties de droits de l'homme pour les femmes et les fillettes, et comme je vous l'ai dit, des espaces sûrs, c'est ça qui est important. Parce que la paix pour les femmes, ça passe par la protection et par la participation de toutes les femmes. Et on va poser une première question adressée aux deux. On va faire un petit dialogue avec elles deux et je vous encourage à poser des questions. Comme on est très peu, eh bien, dès le début, vous pouvez poser des questions. Entre toutes les personnes qui sont ici, on peut faire un véritable dialogue et une analyse très enrichissante. Donc, je vais proposer quelques questions, moi, mais si vous en avez depuis le public, on pourra les y ajouter sans problème, pour terminer à 8h30 précise. Bon, nous allons commencer justement pour savoir d'où viennent-elles, ces deux femmes. On va commencer par toi, Yvette. Tu viens de tellement loin. Et on va commencer par la question que voilà. Est-ce que tu peux nous faire une description et tu peux nous parler du lieu d'où tu viens, là dans lequel tu travailles, et le type de conflit armé et de violence vivez-vous dans l'Est, là où tu vis? Je suis de la RDC, je suis congolaise. Je viens d'une province qu'on appelle Sud-Kivu. La province du Sud-Kivu, c'est l'une des 26 provinces qui compte la République démocratique du Congo. La province du Sud-Kivu est à l'est de la République démocratique du Congo, avec 3 frontières des pays voisins, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Le Sud-Kivu a, disons, une superficie de 65 000 km², avec plus ou moins 16 millions d'habitants. Et elle a pour capitale la ville Bukavu. Et pour arriver ici, il faut quitter Bukavu, qui n'a pas d'aéroport international, pour aller à Goma. À Goma, où j'ai pris un canot rapide. Pour Bukavu, j'ai pris un canot rapide très tôt le matin, déjà 6 heures. J'ai quitté la maison le vendredi. Je suis arrivée à Goma à 3 heures du temps sur les lacs. Il passe les canaux rapides. Et tout de suite là, je me suis dirigée à l'aéroport de Goma, international de Goma. Et là, le vol était prévu à 12h30. Finalement, nous avons décollé à 14h. Je suis arrivée à Kinshasa, qui est à 2000 km de l'est de la ville de Goma et de Bukavu. Et là, je suis arrivée vers 16h passées. Alors, pour atteindre la famille, je suis arrivée vers 21h. Et donc, voilà un peu. Et puis, le matin, le lendemain, faire mon test PCR. Et puis, venir ici. Voilà, c'était ça. Alors, le Sud-Kivu, c'est une province particulière pour la RDC parce que les transformations politiques qu'a connues la RDC, déjà en 1963, lorsque le président Mobutu est arrivé au pouvoir, la rébellion qui avait renversé le pouvoir est venue du Sud-Kivu. En 1997, lorsqu'il fallait renverser Mobutu du pouvoir, encore une fois, la rébellion est venue du Sud-Kivu. Et déjà en 1998, une autre rébellion s'est amenée, celle qu'on appelle le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Et là, nous étions complètement coupés de l'ouest de la RDC. Là, on avait un Congo qui était divisé en 4 parties. Donc, vous ne pouviez pas aller à Kinshasa, laisser des institutions. Ça veut dire qu'il y avait des institutions locales avec la présence de ces rebelles qui étaient dans
dans notre coin. Le Sud Kivu est aussi particulier parce que c'est une province qui a beaucoup de ressources minières et naturelles. Et parmi ces ressources minières, il y a le coltan qui est utilisé pour les téléphones et d'autres outils informatiques, castérite, l'or et d'autres minéraux rares, le bois et autant de choses. Le Sud Kivu, il est particulier parce qu'aussi, il compte plusieurs groupes armés. Et ces groupes armés qui sont nationaux et étrangers. Parce que là, nous avons des groupes qui sont venus du Rwanda, les FDLR, du temps où il y a eu génocide de Rwanda, et ils sont arrivés en RDC, ils ne sont jamais partis, et ils sont là. Nous avons des groupes aussi burundais qui sont là. Nous avons aussi des groupes ougandais qui sont là et qui sèment terreur depuis quelques années dans le nord du Kivu, précisément à Beni. Tous ces groupes-là, ils sont autour de ces terrains d'exploitation des minéraux. Donc, on comprend que là, leur présence est liée aussi à la présence de ces matières premières dans ces zones-là. Le Sud Kivu, il est aussi particulier parce que nous avons aussi plusieurs cultures et plusieurs ethnies. Et là, nous avons 8 territoires et on a spécifiquement des territoires avec même des différentes langues locales qui sont différentes. Mais dans tout cela, un point qui est encore pour les Sud Kivu, c'est que nous avons connu aussi des moments de violence liés aux conflits les plus intenses. Pendant un temps, déjà, le viol a été utilisé comme arme de guerre, nous le savons, mais en même temps aussi, nous avons eu une destruction considérable du tissu social, des infrastructures. Et dans tout cela, nous avons des masses de femmes et des hommes en déplacement, des enfants en déplacement. Donc, le contexte du Sud Kivu, que ce soit avant les conflits ou après les conflits, il est un peu particulier pour la RDC, vu que c'est aussi une zone où nous avons une grande concentration des organisations de la société civile. Donc, il y a une certaine dynamique des hommes et des femmes qui est liée aussi à la situation qu'on vit au Sud Kivu. Et tout cela avec autant de conflits qui sont liés beaucoup plus, des conflits qui sont plus économiques pour moi, parce que certaines personnes ont voulu ramener sur la table les conflits qui sont ethniques, communautaires, mais on a compris que c'était plus des manipulations de certaines personnes hautement placées pour manipuler des jeunes gens afin de contrôler aussi certains coins liés qui ont suffisamment de matières premières. Donc c'est ça les Sud Kivu, où c'est vrai nous avons des autorités locales qui sont là, mais nous avons des zones où on n'a pas l'autorité de l'État. Ça veut dire que les zones qui restent encore contrôlées par différents groupes armés. Vous allez dans un village, les contrôles, ce sont ces groupes-là. Alors, pour y arriver, il faut faire un protocole de sécurité. Et si quelque chose vous arrive là-bas, alors là, c'est entre vous et eux. Ça veut dire que vous n'avez pas la police, vous n'avez pas l'armée. Et il y a autant de zones comme ça. Et des zones aussi où on ne sait pas atteindre parce que les routes sont tellement délabrées que vous pouvez y mettre autant de jours pour y arriver. Voilà, c'est ça, brièvement, le Sud Kivu, un peu particulier pour la RDC, oui, mais aussi une zone qui a sémé aussi beaucoup de violence et à différents niveaux. Luz, háblanos de Barranquilla. Tu peux nous parler de Barranquilla et de la côte nord d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta région? J'aimerais que les choses communes que nous avons avec le Congo et nous, dans les Caraïbes, j'aimerais bien que ce soit une grande diversité qui puisse nous identifier. Les Caraïbes de la Colombie, d'où je viens, j'ai quitté la ville de Barranquilla, même si je suis d'un petit village qui s'appelle Paranoa, dans le département de la zone atlantique, mais la région des Caraïbes en Colombie est une région très riche, une grande diversité écologique et en minerais également,
de grandes richesses, beaucoup de richesses. Il y a 7 départements qui ont environ entre 10 millions et un petit peu plus sur la population de la Colombie par rapport à la population. C'est dans la zone des Caraïbes, donc avec la frontière avec le Venezuela, Panama, toute la zone de l'Amérique centrale et toutes les îles des Caraïbes. Et je veux revendiquer cela, je suis des Caraïbes. Et ceci a des particularités, bien entendu, c'est une zone également très diverse du point de vue culture, différentes ethnies, des ethnies indigènes, des populations d'origine africaine. Donc les femmes, nous représentons 50 et quelques % de toute la population, mais c'est une région qu'avec ce contraste de richesse, ne représente que 36% sur des 10 millions. 36% de ces 10 millions vivent dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire une misère absolue, extrême. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un État qui ait pu veiller et protéger les droits de la population. Donc, situé dans la zone territoriale la plus éloignée également du centre de pouvoir de la capitale, mais également du centre de pouvoir du pays même. Il y a donc des conflits armés qui existent encore en Colombie, qui existent toujours, que la Colombie, on vit encore des conflits armés, même aujourd'hui. Les zones territoriales dans les régions, par exemple, du pays qui ont été frappées par tous ces conflits. Dans ma région, les Caraïbes, c'est là que dans les années 90 et l'an 2000, c'est là qu'il y a eu une stratégie de guerre perverse. Il y a les paramilitaires qui ont été là. Fort heureusement, il y a des sentences maintenant et des arrêts juridiques qui ont montré que cela a été également une création de l'État colombien, qui, une fois encore, bien sûr, il y a un conflit armé et il y a une responsabilité de l'État, comme au Congo, en Colombie, dans tous les pays. Les responsables sont toujours les États. Les États directement là où nous vivons, oui, mais les États également qui sont représentés aux Nations Unies et qui devraient faire en sorte que ces conflits soient freinés. Dans les Caraïbes colombiens, dans les années 90, au début de l'an 2000, il y a eu une refonte de groupes paramilitaires qui ont massacré des populations dans les zones rurales les plus déprimées, mais pas au niveau des recherches, des richesses, parce qu'il y en avait des richesses. Il y avait là de grands projets, des miniers énormes, monocultures comme l'huile de palme, etc., qui sont exportés. C'est un pays d'exportation qui est reconnu au niveau international. Les régions des Caraïbes donc représentent 16% du PIB national, mais ça ne se reflète pas dans la vie de différentes communautés. Dans ces communautés locales où il y a un paramilitarisme présent, il y avait également une complicité des forces armées du pays, complicité également de la part des institutions de l'État, et qui ont vraiment déplacé, qui ont forcé à ces déplacements de la population en leur arrachant leurs terres des zones rurales. Bien sûr, des personnes qui n'auraient pas dû souffrir tous ces états d'un conflit armé qui n'avaient rien à voir avec eux, ils n'y avaient jamais participé. Et avec une excuse, on disait qu'ils appuyaient la guérilla. Entre autres choses, dans des régions où il n'y avait même plus de guérilla, en fait. Par exemple, le département de Magdalena, hein, à un moment donné, oui, il y a eu de la guérilla, mais après, il n'y en avait plus de présence de groupes de guérilleros. C'est bien avec cette excuse, ils arrivent et ils massacrent les populations. Comme tout a été documenté dans les conflits et les guerres directes.
il y a plus de morts, donc l'assassinat d'hommes. Mais dans les déplacements forcés en Colombie, c'est un exemple, eh bien, et c'est surtout, c'est un visage de femmes et de fillettes. Et dans la population de ceux qui ont vécu tous ces déplacements et qui ont été donc dépourvus de leur terre. Et ceux qui en ont plus souffert, ce sont les femmes et les enfants et les fillettes. Je vivais à cette époque, dans les décennies années 90, dans le département de Magdalena. Ensuite, pour des raisons de famille, je suis allée à Barranquillo. J'ai commencé à étudier, j'ai fait la carrière, j'ai fait des études de droit et d'autres études également. Et là, j'ai commencé à voir également donc tout ce que cela représentait, ces mouvements. Donc, bon, Magdalena, je veux nommer le nom, c'était là, c'est là que j'ai connu ma plus tendre enfance. C'était une zone touristique, c'est une zone touristique maintenant. C'était incroyable qu'une communauté internationale ne se rende pas compte de ce qui se passait quand même, parce qu'il y avait des touristes même, enfin, vraiment dans le public. Il y avait des massacres publics, c'est terrible. Et donc, vous pouvez rechercher dans des rapports sur le département de Olivo, de Monte Maria, ou dans les zones de la Serranía Pereja, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Gandela, Magdalena. Eh bien là, c'était des communautés qui étaient pauvres, c'était des pêcheurs, des paysans, etc. Et qui, dans cette zone, c'était leur région, en fait, qui était très riche, finalement, en culture, etc. Il y avait des collines, des montagnes, des lacs, etc. Et des richesses aquifères, etc. Et là, on voit que, avec tous ces déplacements qui se sont produits, et donc forcés, avec ce paramilitarisme, les terres, maintenant, ils doivent lutter contre l'État, maintenant, pour essayer de récupérer leurs terres au niveau de leur communauté. Parce que, donc, l'État colombien a créé un cadre législatif de politique publique qui a remis des terres aux grandes entreprises, etc., des multinationales, étrangères et nationales, qui aujourd'hui sont en possession de la région. Et je lance un SOS. C'est une région tout à fait aux mains de grandes compagnies. Et voilà, et tout ceci affecte particulièrement les femmes et les enfants, et on le verra. Et nous l'affirmons toujours dans nos études. Et ça a été donc, on leur a enlevé leurs terres avec des forces armées. Et donc, on leur a enlevé tout ce qui appartenait à leur communauté. De cette région, donc, des Caraïbes. Bon, vous comprenez un peu l'origine et pourquoi Yvette et Luz sont parmi nous. Et pourquoi nous parlons de deux pays qui sont très loin l'un de l'autre. Ce sont deux grandes puissances économiques, avec des grands poumons pour la planète, grâce à une biodiversité énorme, une richesse en eau douce également impressionnante, et une richesse, comme l'ont bien signalé, du point de vue culturel également. Donc, deux grands géants. Mais aujourd'hui, qu'on va donc essayer d'analyser cette situation, on est rentré dans le vif du sujet, et on va essayer de savoir ce qui se passe avec les organisations de femmes. Parce que ce que nous voulons traiter ici, c'est la chose suivante. La capacité au niveau de l'organisation, de la part des organisations de femmes, tant au Congo comme en Colombie. Et depuis plus de 30 ans, elles luttent, elles se battent avec des pointes, des pics de violence armée. Ce sont des organisations qui ont leur propre agenda au niveau de leur programme. Certaines, comme nous le dirait, plus avec les droits économiques et sociaux des femmes, comme nous le dirait Yvette, d'autres sur la sécurité, et ce qu'est la sécurité pour les fillettes et les femmes à l'est du Congo. Mais à part leur agenda propre sur le droit des femmes et le bien-être des femmes, eh bien, il y a toujours des pics de violence contre lesquels elles doivent toujours lutter. Et voilà, c'est ce qu'on voudrait savoir ici. Si ça les affaiblit, ça les rend au contraire plus fortes, quelles sont les stratégies qu'elles mettent sur la table. Je crois que cela fait 30 ans
pour elles deux. Pour elles, bon, ben, moins peut-être pour elles, moins 20 ans, mais enfin, on parle de femmes et d'organisations qui depuis 20 ans luttent au jour le jour. Hein? Mais c'est de cela que nous voudrions parler. Donc, on parlait plus en détail. Connaître vos stratégies, l'impact que vous avez pu avoir sur la vie quotidienne des femmes et de leurs filles. Et je voudrais également Bon, cela fait des années qu'on parle, surtout avec l'organisation d'Yvette. Luce, on la connaît un peu moins. Mais enfin, quand même, ça fait plusieurs jours qu'on a beaucoup parlé avec Luce, également de la Colombie. Et on a trouvé des points communs dans les agendas tant du Colombie que du Congo. Mais nous voudrions partir de quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. On y réfléchit beaucoup, on insiste beaucoup. Il s'agit de la chronification d'un patron de conflit armé où les femmes sont systématiquement violentées et menacées. On parle de contexte dans lequel la violence fondée sur le genre s'est chronifiée également. Lorsqu'il y a un pic de confrontation armée, les négociations de paix sont rompues. S'il y a un pic comme au Congo, maintenant, Yvette nous le dira, une pointe de combat armé, avec les pays voisins également, au niveau des frontières. Mais à chaque fois qu'il y a un pic dans des conflits armés, ce qui augmente, c'est la violence extrême contre les femmes. Lorsque l'intensité de ce conflit et des confrontations diminue, lorsqu'il y a un moment, disons, un peu plus calme, les violences contre les femmes baissent également. Mais il demeure toujours cette violence fondée sur le genre, propre des contextes, on pourrait dire, sans guerre. La violence domestique, la sorcellerie, mariage forcé, etc. On voudrait parler de tout cela. Sans oublier également la façon dont ces pics de conflits armés et de confrontations en différents groupes armés peuvent affecter le travail que font toutes ces organisations. Elles ont parlé de points communs. Bon, il y a bien entendu différence entre le Congo et la Colombie, mais je voudrais ajouter autre chose. Tous les processus de colonisation de la Colombie, de la part de l'Espagne, mais colonisation également de la part de populations donc métisses qui ont conservé des populations donc afro, noires, etc. Et bien entendu, colonisation également de la République démocratique allemande. Il y a le roi de la Belgique, je crois, qui est en train de faire une petite visite par là-bas, n'est-ce pas? Bon, processus de colonisation, je répète, et qui font que depuis la société civile, et surtout depuis les femmes, eh bien, tu peux avoir un élément historique énorme à prendre en compte. Ce sont des sociétés de machistes, bien entendu, comme elles nous ont rappelé également, et patriarcales. Et ce sont deux pays où il y a des processus de recherche de la vérité, de mémoire, justice, réparation et non-répétition qui sont protagonisés par la société civile et en particulier par les groupes de femmes. Bon, voilà, je crois que c'est une autre des caractéristiques également en commun entre ces deux pays. Et on voudrait parler également aussi et demander à Yvette et à Luce, en entrant sur le travail que font vos organisations maintenant pour assurer des progrès obtenus en matière de droits de l'homme, donc de ces femmes, comment établissez-vous des stratégies pour pouvoir garantir que les progrès que vous avez obtenus au cours des années ne supposent pas une marche arrière à chaque fois qu'il y a un pic de violence, une confrontation armée? Comment pouvez-vous assurer, garantir que toute de la pédagogie avec les femmes, etc., pour qu'elles sachent ce que sont leurs droits, etc., que des femmes dans les communautés les plus isolées puissent arriver à pouvoir intervenir, pour qu'il y ait des processus collectifs. Comment pouvez-vous garantir que tous ces progrès que vous avez obtenus, après des années que vous avez impulsés, comment à chaque fois qu'il y a un pic de violence, chaque fois qu'il y a une situation de violence extrême, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une marche arrière et une perte de tout ce que vous avez obtenu? Comment combattre toutes ces
ces apparences de violence pour garantir les droits de l'homme, des femmes. Ne parlez pas trop vite, Yvette, vous avez parlé un peu vite tout à l'heure. Merci. Merci Blanca. Les femmes et les filles du site Kivu vivent des situations de violence qui sont continuelles. Des situations de violence qui sont continuelles avant les conflits, pendant les conflits et après même les conflits. Parce que je dis bien après les conflits, mais c'est entre guillemets parce que notre zone est toujours en conflit permanent. Et les situations sont beaucoup plus dictées par les coutumes et les pratiques dans notre zone. Et le culturel a une très grande influence sur les considérations des femmes et des enfants, et des jeunes filles en particulier. Donc, dans nos cultures, la femme, c'est cet être-là qui doit dire oui, qui doit obéissance, qui est là et qu'on a un monsieur qui est chef de ménage et qui contrôle tout, que ce soit les ressources, que ce soit même, je peux même aller plus loin, la vie affective de la femme. Et ça, ce sont des éléments qui jouent beaucoup sur le vécu quotidien des femmes. C'est à ce niveau-là qu'on voit des familles qui font un choix tout de suite. S'il faut faire étudier un enfant, un garçon ou une fille, on préfère faire étudier une fille parce qu'on dit, toi là, il y a quelqu'un qui étudie pour toi quelque part. Donc, vaut mieux concentrer les maigres moyens pour un garçon. Et aussi, nos coutumes ont une influence sur la vie économique des femmes parce qu'une femme ne sait pas posséder une terre. Or, 80% de la population congolaise, elle est rurale. Ça veut dire que les gens vivent plus de l'exploitation de la terre, ça veut dire les champs, les petits élevages. Mais la femme n'a pas ces moyens-là d'avoir sa propre terre, son propre champ. Il peut juste, au besoin, exploiter celui de la famille. Nous sommes dans une zone où, aussi, du point de vue participation politique, c'est vraiment ancré dans la mentalité qu'une femme ne dirige pas. Comment tu vas prendre la parole devant les gens? Ça, c'est pour nous, les femmes qui osons même parler, on se dit, c'est là elle est devenue... on dirait qu'elle est devenue indisciplinée. Pourquoi elle peut se mettre debout? Voilà une zone. Et puis, nous avons maintenant une période de conflit où elles subissent les plus grands tribus de ces conflits-là. Parce que tout simplement, on sait que pour nous, pour un homme, pour l'anéantir, il faut toucher sur sa femme. Et quand vous touchez sur la femme, ça veut dire que cet homme-là, facilement, il devient faible. Alors, quels sont les moyens les plus qu'on a utilisés? C'est sur ces cas-là de violences sexuelles. Et on a eu des milliers. Dans mon quartier, même en ville. Ce n'est pas seulement dans les villages, même en ville, où on était dans une situation d'insécurité permanente. Pour aller même vers Auchan, il faut passer d'un terrain à un autre. Mais alors, c'est pendant cette période qu'on a vu plusieurs structures, organisations de la société civile ont apparu, parce qu'on a vu qu'il y avait un travail important à faire. Il y avait un travail non seulement qui était lié à la situation, mais en plus une vulnérabilité des femmes qui était manifeste à différents niveaux. Et nous, dans notre travail, nous avons utilisé plusieurs approches. D'abord, comme synergie des femmes pour la paix, on s'est rendu compte qu'au niveau de la région des Grands Lacs, il n'y avait pas une structure des femmes qui parlent des questions de paix, de rapprochement et de réconciliation. Alors, c'était là le départ d'avoir la synergie des femmes pour la paix. C'était sous l'initiative des Passes Christ International. La synergie, elle est là. Elle est composée des organisations de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Alors, il faut travailler sur les questions de rapprochement. Mais au-delà de cela, on a développé des programmes. Il y a un programme qui est jusque-là qu'on appelle Femmes-au-Phone. Ce programme, c'était une approche intéressante qui est liée
sur les alertes à travers les SMS. C'est un programme qui a été développé à son début par des organisations espagnoles, hollandaises et congolaises qui sont sur le terrain, une radio communautaire, nous, une synergie pour remonter les voix des femmes à travers les actions de plaidoyer, une association des femmes des médias aussi. Alors, on s'est mis ensemble et on a développé ces programmes-là Femophones, qui est un système d'alerte et d'information et de formation aussi, qui enregistre les incidents sécuritaires des femmes à travers les SMS. Donc, c'est un ordinateur qui est comme une unité centrale, qui est relié aux différents réseaux téléphoniques qui opèrent au Sud Kivu et qui reçoit les incidents de sécurité que vivent les femmes au quotidien dans leur village. Lorsque l'incident arrive à ce système-là, cet ordinateur, il est classé selon que c'est une violence sexuelle, une violence domestique, une violence culturelle, une violence économique, une violence physique, même une violence aussi juridique. Et dans les cas particuliers des violences culturelles, c'est là où on a découvert d'autres formes de violences qu'on n'en parlait pas trop chez nous, les cas de l'inceste, les cas de la polygamie aussi. Il y a aussi les cas qu'on appelle sororat, et ça veut dire que lorsque un homme qui décède, tout de suite là, sa femme, on oblige à la femme d'être la femme de son petit frère. Ou lorsqu'une femme décède, on prend la petite sœur de la femme pour être la femme de cet homme-là. Et culturellement, c'est accepté et c'était même obligatoire. Dans certains endroits, c'est obligatoire. On a découvert d'autres formes de violence au sein même du ménage, les violences conjugales. Donc pour nous, ces genres d'initiatives ont permis non seulement aux femmes de dénoncer, mais en même temps de comprendre qu'est-ce que la sécurité pour eux. Si à ce moment-là, vous posez la question à une femme, pour toi, qu'est-ce que la sécurité? Tout de suite, la tendance serait de penser qu'il n'y a pas crépitement de balles. C'est ça. Non, pour les femmes, ce n'était pas ça pour certaines. Vous leur posez qu'est-ce que la sécurité, ils vous disent, c'est de vivre en paix avec mon mari. Alors, on comprend que pour cette femme-là, les aspects des violences domestiques sont très dominants. Nous avons eu des témoignages où, quand vous écoutez les femmes, c'est d'ailleurs pour elles le moment même de se défouler. Et à travers toujours ces programmes-là, les femmes qui commencent à dénoncer à travers les SMS, mais les SMS qui arrivent sont aussi vérifiés. Il faut qu'on comprenne si c'est la vérité qui nous est transmise ou pas, et on vérifie à travers des contacts sur le terrain. Et pendant 2 ans, disons de 2014 à 2015, nous avons eu autour de plus de 2300 SMS, plus de 700 contacts et des camps d'incidents où, si on les catégorise, les violences domestiques occupent une grande partie pour les femmes. Il y a aussi les violences physiques et les violences économiques. Et dans les violences physiques, c'est là où nous avons vu tous les aspects qui sont venus, les effets de ces guerres multiples, de ces conflits armés multiples. Il y a aussi d'autres stratégies que nous utilisons, c'est que nous avons une approche qu'on appelle groupe de plaidoyer communautaire. Ça veut dire que nous, on a vu que les femmes y allaient en solo, seules, c'était devenu plus dangereux par rapport à la zone. Alors, on a mis les femmes ensemble, elles se mettent ensemble pour des actions de plaidoyer dans leur communauté. Alors là, quand elles sont ensemble, elles font des priorités par rapport aux besoins des femmes et elles y vont ensemble. Il y a eu beaucoup de séances de renforcement de capacité, bien sûr, mais en même temps aussi, le travail aussi très important, c'est le travail de monitoring. Et tout ça, ça nous a permis de survivre dans des situations de conflit. Ça veut dire que lorsque nous avons des femmes qui sont renforcées dans leurs capacités, qui ont déjà établi un mécanisme de monitoring des cas des incidents, nous avons des femmes qui travaillent maintenant en synergie
des femmes qui deviennent des références dans leur communauté par rapport à la résolution de certains conflits. Alors, ça nous permet aussi de survivre pendant les conflits et de continuer le travail que nous faisons. Donc, c'est vrai qu'elles peuvent se déplacer pour certaines, mais en même temps aussi, elles ont gardé cette habitude-là. Et parmi elles, nous avons maintenant des femmes qui participent à des postes communautaires de prise de décision. Elles deviennent des chefs de marché. Pour nous, c'est très important même d'être chef de marché. Pour nous, c'est très important même d'être une femme qui contrôle un point d'eau. Donc pour nous, c'est ça, autant d'aspects que nous avons mis en place, autant d'approches pour survivre et ne pas baisser les bras avec le travail qui est le nôtre et qui est continuel. Gracias, Ivette. Brevemente, ¿cómo nos dirías qué es seguridad para las mujeres? Brevemente. Pour les femmes, la sécurité, c'est avoir la paix. Pour elles, c'est avoir la paix. Et la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais aussi la paix en famille. Pour les femmes, la paix aussi, c'est d'avoir un morceau de pain à manger le soir. Donc c'est ça pour la sécurité pour les femmes. Donc la tendance, ce n'est pas seulement de dire il n'y a pas crépitement de balles. Non. C'est que c'est cette considération-là de son partenaire homme aussi. Cette considération-là aussi de la belle famille. Lorsqu'elle peut quitter un endroit et aller au champ et rentrer en sécurité et ne pas se faire violer sur la route. Lorsqu'elle sait qu'elle peut aller dans un centre de santé et accoucher sans problème. Donc, avec les témoignages des femmes, pour elles, la sécurité, c'est avoir la paix. Mais maintenant, dans la question des paix, il y a ces différentes considérations. Luz, cuéntanos Luz, cuáles son las... quelles sont les stratégies des femmes dans le monde du droit, dans ton organisation? Bon, comme j'ai déjà dit, dans la région Caraïbes, nous sommes au cœur même du conflit. Et les collectivités, donc, est née, maintenant il y avait une crise humanitaire à cause de ces déplacements forcés qui se sont produits et à cause du paramilitarisme entre les années 98 jusqu'à 2002 surtout. Et nous, eh bien, on était toutes étudiantes à l'université, la faculté de droit, et on se documentait, on faisait de la recherche, etc. On voulait voir ce qu'il en était sur les traités, sur l'accès à la propriété, à la terre, etc. Et on trouvait des cas spécifiques dans le département atlantique d'une part. Et il y avait des femmes qui étaient démunies, on leur enlevait leur terre, mais au travers d'un jugement même, enfin, pourquoi elles n'avaient soi-disant pas payé une partie du crédit, etc. Mais c'était continu. Ces femmes qu'on a commencé à documenter, eh bien, on voyait qu'on leur enlevait finalement la terre, et c'était quelque chose qui n'arrêtait pas. Et on voyait des personnes qui se déplaçaient massivement, et massivement, c'était toujours des femmes, des jeunes filles, etc., qui étaient dans les quartiers de misère, les plus pauvres des périphéries des villes. Nous, alors, ou bien, on aidait toutes ces femmes, elles vont perdre leur terre, ou cette autre qu'on a pu connaître donc dans Barranquilla, et qui faisait des travaux un peu de pédagogie pour les femmes, présenter des actions pour le service public, etc. Que faire pour qu'elles n'en coupent pas l'eau et l'électricité, etc. Ouais, donc dans des quartiers de la périphérie, donc dans Barranquilla, alors surtout qu'elles ne perdent pas leur logement, qu'on les aide pour le crédit, etc. Donc il y a des problèmes de crédit surtout. La banque est en train de démunir toutes ces femmes de tout ce qu'elles pouvaient avoir accumulé. Il y a des déplacements massifs, elles perdent tout. Alors on doit miser sur qui, sur quoi? Eh bien on a commencé à réfléchir que il y avait des femmes qu'on a commencé à entendre dire qu'elles
elle travaillait contre la violence sexuelle, etc. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter, nous, femmes, pour ne pas répéter les erreurs ou ce qui s'est fait jusqu'à présent? Donc, c'est une crise. C'est dans une crise, on doit arriver à apporter quelque chose de nouveau. Et bon, donc on a pu aider avec l'assistance humanitaire de ces femmes. Elles ont commencé à nous parler de celles qui étaient restées dans les territoires, qui étaient vers la région de Cordoba, dans les différents départements, etc. Je vous parle de toutes ces femmes qui ont été déplacées d'une façon forcée. Et elles ont commencé à nous parler de l'abandon de leurs terres. Et on leur a enlevé les terres. Il y avait des groupes armés qui avaient pris possession de ces terres. Puis une autre femme nous disait, oui, mais moi, au niveau judiciaire, donc en Colombie, bon, il y avait une série de procès contre elle, etc. Enfin bon, c'était toujours contre des femmes qui n'avaient pas vécu de déplacement forcé. On leur enlevait quand même les terres. Des femmes qui étaient déplacées uniquement, eh bien, on essayait simplement de les aider. Elles ont par voie judiciaire également, parce qu'il y avait des responsabilités de la part de l'État. Nous, on était étudiantes en droit. On savait quand même, on connaissait le cadre juridique, donc on pensait qu'il fallait étudier. Et on a inventé un peu ce que nous faisons encore, c'est la théorie et la pratique. On va vers les territoires. Donc, certains ne pouvaient pas entrer dans les territoires parce que il y avait les défenseurs, c'était dangereux. Mais nous, on rentrait. On était étudiants, donc on ne nous prenait pas trop au sérieux. On n'était pas bien habillés, on était plus pauvres. On allait à l'université publique, etc. Et bien pour ces groupes, etc., on n'avait pas l'air d'être très dangereux. Bon, on a commencé à voir un peu les responsabilités qui pouvaient exister à tous les niveaux. Et on peut parler maintenant d'une stratégie de criminalité utilisée par les groupes armés, par la voie judiciaire également, et au niveau législatif également, pour instrumentaliser tout cela contre les femmes. Bon, les femmes sur lesquelles on a documenté toutes les situations, etc., et qu'on a fait une recherche limitée, eh bien, on voyait qu'elles venaient donc sur la base de l'article 14, il fallait remettre leurs terres, etc. Bon, eh bien, bon, ces femmes, par le même État qui voulait leur remettre une terre, et c'est le même État qui leur avait enlevé les terres auparavant. Bon, enfin vraiment, donc on leur a donné après un bout de terre, un lopin de terre, etc. Et ensuite, d'autres organismes sont intervenus. Bon, l'État s'est même endetté. Et après, des processus judiciaires. Donc, elles vont conserver ces terres à la longue grâce à toutes ces aides. Donc, j'ai oublié le nom juridique, dit-elle, de la figure. Enfin bon, tout peut acquérir ces terres. J'ai oublié l'article et le nom technique. Excusez-moi, dit-elle, pour ce processus. Donc, ce sont des personnes privées. Une politique publique qui va rendre des terres aux femmes. Ensuite, tout particulier avec un pouvoir économique peut faire face à la dette et donc il deviendra propriétaire de la terre. Monsieur l'État, s'il vous plaît, intervenez. Voilà, c'est là qu'on a commencé à travailler là-dessus. Lorsqu'on n'était pas encore avocate, on a travaillé là-dessus sur des dettes énormes pour ces pauvres femmes et multimillionnaires. Parce que l'État, vraiment, leur faisait payer des intérêts incroyables. On ne savait pas encore quantifier tout ce que cela représentait. Mais également, le système de la réforme rurale avait beaucoup à voir également avec. Je parle d'une décennie, de 2 périodes présidentielles. La période en 2000, 2002, 2004. Vous savez très bien qui était le président à l'époque. Eh bien, tout le système de redistribution de la terre a été modifié. Et là, les femmes avaient été instrumentalisées. On met des terres aux femmes qu'ensuite, on allait pouvoir leur enlever facilement à cause des crédits auxquels elles ne pouvaient pas faire face. Et donc, au travers d'un procédé judiciaire ou bien par la voie armée. Donc, on a lutté exactement là-dessus pour qu'elle récupère ce droit. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur ce qu'on appelait théorie et pratique. Non ? C'était vraiment
C'était quelque chose de gigantesque encore. Mais nous, en tant que femmes, on s'est rendu compte qu'il fallait nous organiser. C'était pas Paula, Maria, individuellement. Chacune avait perdu sa terre ou était sur le point de la perdre. Donc, si on travaillait sur un cas, ça pouvait représenter 1300 hectares de terre qui allait être enlevé à un collectif de 75 femmes. D'un autre côté, un collectif de 160 femmes. Et d'un autre côté, on a pu documenter tous ces cas. Et on est actuellement auprès des tribunaux pour défendre tous ces cas. Parce que l'État colombien est notre opposition dans ce processus. C'est-à-dire dans une stratégie, une théorie donc, sur le problème du genre, eh bien là, on est en train d'exiger qu'une réforme soit faite. Mais sur la base du genre également. L'État colombien continue à violer tous les traités qui peuvent exister. Depuis la charte des droits de l'homme, le protocole, etc., des Nations Unies et les conventions de Berlin, etc., et tous les traités que vous connaissez parfaitement et les conventions que vous connaissez, les femmes de l'État espagnol exercent leurs droits. Eh bien, la Colombie a ratifié les mêmes choses. Malheureusement, il n'en est pas de même en réalité. Et donc, au niveau donc, national et international, c'est l'État, la Colombie, qui viole les droits de l'homme et qui plus est participe à cette criminalité organisée pour que les femmes soient les plus affectées dans cette violation des droits. Donc aujourd'hui, nous continuons à exercer donc, la justice au travers de ces processus. Bon, il faut de la pédagogie, on le base tout ça sur de la pédagogie pour les femmes, etc. On parle également de l'insécurité, etc. Les femmes, comme l'a dit Blanca, sommes dans un scénario d'insécurité totale, de violence et discrimination, parce que les États donc, de nos pays ne se sont pas mis à jour concernant l'exercice effectif des droits des femmes, et avec des structures du pouvoir judiciaire et des législatifs et politiques publics qui sont complètement bloqués et qui sont supérieurs au cadre légal qui s'est construit en Colombie. Colombie, c'est un exemple. La même chose pourrait être reprise également dans d'autres pays qui ne soient pas la Colombie. Un statut consultatif des Nations Unies depuis 2019. À quelle stratégie correspond cela des Nations Unies? Eh bien, on n'a pas arrêté de travailler, justement. On n'avait même pas besoin d'aller sur les territoires pour faire de la recherche, parce qu'une organisation... Bon, en 2000, il y a beaucoup d'organisations de femmes, oui, en Colombie, qui travaillent sur des cas économiques. Bon, je ne sais pas combien il y en a actuellement, mais enfin, dans la région Caraïbe, on était les seuls, nous, à l'époque. Et on a commencé à voir arriver des femmes, de plus en plus de femmes, d'autres organisations, etc., qui nous parlaient de cas concrets. On a commencé à articuler tout ce processus au travers de notre organisation et même d'organisations d'autres pays. Et il y a des organisations également au niveau international qui commencent à nous connaître, ça y est, on est en contact. Et on a commencé à également publier des articles dans la presse, etc. On est invité à droite et à gauche, etc. D'accord, bon, bien entendu, on est toutes d'accord et on doit défendre tout cela. Mais que va-t-il se passer dans l'avenir? Nous pensons à l'avenir. Bon, si à un moment, il y aura de la paix, oui, mais quand? Mais elles n'auront plus rien, ces femmes. Elles n'auront plus rien, et surtout les femmes qui ont survécu. Donc notre stratégie, c'est protéger et récupérer ce qui leur a été enlevé. Donc, lorsqu'on a parlé donc, de leur avoir, elles ont été dépouillées de leur terre, entre autres, eh bien, on pense à même des stratégies internationales. On a commencé également à produire des rapports. Oui, on était étudiante, mais on est toujours, parce que le collectif s'est beaucoup agrandi. Maintenant, on a un processus de durabilité également, avec un agenda vraiment puissant. Ce qui doit prévaloir, c'est une organisation où la participation politique des jeunes soit valable. Pas uniquement au niveau logistique, du travail que nous faisons dans les organisations,
Non, les jeunes, lorsqu'elles participent, elles misent sur la politique également. Il y a une diversité maintenant. Il y a des femmes ingénieurs, etc., qui font des analyses de données, etc., etc. Tout là, c'est un point fort et qui est une stratégie importante pour nous. Pourquoi on a commencé à documenter tout cela? Bon, ces connaissances que nous avions entre l'économie et les études d'avocat, on a commencé à établir des rapports. On a commencé par certains cas, et puis bon, maintenant on sait que l'article 14 n'est pas respecté, bon, et maintenant on exige tout cela à l'État de la Colombie. On croyait à l'époque qu'on allait pouvoir obtenir cela rapidement. La convention du comité contre la discrimination, pour l'élimination de la discrimination des femmes. Des Nations Unies, et l'article 14. Bon, on a commencé par cela, on a participé, on a construit un premier rapport, etc. Ça nous a permis de connaître cette référence du système de justice internationale. Donc, comme les cas ne progressaient pas au niveau justice nationale, eh bien, on est passé au niveau international, on a établi des stratégies avec d'autres organisations que l'on commençait à connaître à l'extérieur. C'est très important. On a commencé à sortir même. On a été accompagné par d'autres organisations de femmes référentes dans le pays. On s'est présenté à la Commission interaméricaine, etc. Et en 2012, pour la première fois, et vous pouvez le rechercher dans le site de la Commission interaméricaine, eh bien, on a fait notre première audience sur le thème, donc, les terres qui ont été arrachées à la population. On fait des visites in situ dans la région Caraïbes, donc pour voir si les cas étaient vrais. Bien entendu, on a tout vérifié. Et la rapporteure du droit à l'information, on est très inquiète. Non, on veut tout voir, on veut tout connaître, on veut tout obtenir. Bon, ça y est, j'oublie tous les noms, dit-elle. Bon, on veut tout connaître, le système utilisé, les rapports, les dossiers qui ont pu exister pour savoir également la dimension concernant quand même le coût de la terre, qui avait sorti un parti important du point de vue économique, etc. On voulait tout savoir au travers de cette commission interaméricaine. Dans le rapport de cette époque, eh bien, on exigeait à l'État colombien de remettre tous les dossiers correspondant à tous ces cas. Et à partir de là, on a pu tracer toute une stratégie de rapport auprès du système des Nations Unies et de la Commission interaméricaine. C'est un saut qualitatif pour nous. Vraiment, on se sent très orgueilleuse. Vraiment, ça a représenté beaucoup de travail, passer du local au national et après au niveau international. Et sans ressources en plus. On fait tout cela avec très peu de ressources. Bon, tu nous as parlé de stratégie nationale et internationale. Il n'y a pas de questions? Bon, on va parler de ces progrès formels. Normatif, formel, pour les organisations de femmes au Congo, mais également en Colombie. Ça représente des pas en avant, même si l'application n'est pas toujours aussi complète que ce que l'on aimerait. Je pense par exemple en 2002 d'un accord de paix dans la République démocratique du Congo. Je parle de la résolution 1325 des Nations Unies pour la prévention de la violence contre les femmes dans les contextes de guerre. Bon, on pense également au plan d'action nationale pour l'application de la 1325 dans le cas du Congo, c'est-à-dire, pour ne nommer que quelques exemples, Luce a nommé également la commission pour l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes. Bref, il y a des instruments légaux, il y a des normes, il y a des accords de paix. Dans le cas de la Colombie, qui plus est, le premier accord de paix avec une perspective de genre, sur le papier du moins, non, en théorie. Luce pourrait nous en parler un peu plus. Eh bien, donc il y a des progrès formels, disons. Il y a beaucoup de manifestations, des marches, des manifestations de la part des organisations de femmes tout au long de ces 30 ans en faveur de la paix. Bon, on a ces deux choses dans
sur la table. Mais quel impact réel, Yvette, ont les actions que les femmes réalisent en faveur de l'application des instruments légaux, des normes, des accords internationaux qui devraient être respectés par les... ou bien dans le cas d'accords de paix, par exemple, dans le Congo, même s'il n'est pas respecté, parce qu'on parle de 2002, et malheureusement encore des niveaux importants de violence. Hein. Enfin, quel est le bilan que tu peux faire entre les actions menées par les femmes que vous menez en branle et l'implantation de toute sa partie, de tous ces sous-éléments formels, disons, dans la pratique? D'abord, il faut louer les efforts des femmes congolaises, surtout celles qui sont dans le monde associatif, la société civile. Parce que déjà en 2002, lorsque on était en train d'échanger, de dialoguer sur la réunification du pays, comment mettre fin à cette répartition du pays. Et les échanges étaient bloqués. Mais les femmes qui étaient parties à ces échanges-là, à Pretoria, et qui n'avaient pas eu l'accès à la salle qui était dehors, il y avait juste 2 qui étaient à l'intérieur de la salle, avec 200 hommes qui étaient là. Elles communiquaient avec celles qui étaient à l'extérieur. Ici, ça bloque. Et ces femmes-là ont fermé les portes. Elles ont dit, vous ne sortez pas là sans vous avoir mis d'accord. Il faut d'abord que vous puissiez vous mettre d'accord. Et cela a pris des heures. Les hommes qui étaient là, finalement, ont abouti à un accord. Donc, on peut dire que l'accord de 2002, qui a mis fin à cette répartition-là du pays, c'était l'effort des femmes. On a vu en 2006, avec la montée des violences sexuelles, et encore, ce sont les femmes de la société civile qui ont proposé une loi spécifique qui condamne les violences sexuelles. Ça, c'était les efforts des femmes. On voit encore en 2015, nous avons un code de la famille qui date depuis 1987. Mais ce code de la famille-là ne protège pas la femme dans ses droits. Et les femmes ont proposé les modifications à ce code de la famille, même si certaines modifications n'ont pas été acceptées par les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs, qui est composé à 90% par des hommes, mais on a fait passer quand même quelques modifications. C'est sûr que du point de vue des textes, le Congo a une avancée incroyable. Nous avons une constitution qui prévoit à son article 14 la parité dans les institutions. Nous avons d'autres lois qui poussent les femmes à être présentes dans des instances de prise de décision. Mais alors, la pratique, c'est quoi? C'est ça tous les problèmes. Déjà, pour les femmes d'être présentes dans ces institutions, c'est un problème qui est aussi structurel et culturel. Et en même temps, c'est un problème qui est politique. Culturel parce que, comme je l'ai dit précédemment, la femme ne doit pas diriger. C'est un principe qui est vraiment ancré dans les gens pour la plupart. Qui est structurel tout simplement parce que la façon dont nos institutions sont établies, c'est plus les considérations politiques qui pèsent sur l'application des lois. Et en même temps, nous avons une justice qui fonctionne à peine, c'est le plus friqué, c'est celui qui a les moyens qui gagne. Mais la plupart de ces femmes-là n'ont pas de moyens. Elles vivent juste les produits de leur champ, de l'élevage. Donc c'est une minorité qui contrôle même la justice. Donc quand on regarde tous ces aspects-là, on sent que les femmes ont fourni beaucoup d'efforts alors pour travailler sur les communautés au niveau local. Nous voulons que les changements puissent partir à partir de la base, à partir des communautés locales. C'est là où nous focalisons la plupart de nos interventions. Parce que si ces femmes-là, on les outille sur leurs droits, voilà, nous avons autant de textes qui vous réservent tel droit. Déjà, pour nous, la connaissance de ces droits, pour nous, c'est une grande avancée. Mais en même temps aussi, le Congo est tellement vaste, le Sud Kivu est tellement vaste, c'est juste quelques femmes, si on voit le nombre des autres femmes. Et même nous, les contacts qu'on a avec les femmes, ce sont des contacts aussi qui nous permettent de découvrir beaucoup de choses. C'est vrai que je suis une fille, entre guillemets, de la ville.
Je parle de la ville, entre guillemets, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien travailler avec les femmes qui sont dans les villages. C'est parce que là où on sent qu'elles ont besoin d'apprendre, elles ont besoin de se découvrir, elles ont besoin de comprendre qu'aussi en tant qu'être humain, nous avons des structures sociales qui les privent de beaucoup de droits. Chez nous, les systèmes coutumiers fonctionnent encore. Les systèmes coutumiers, ça veut dire que nous avons des rois qu'on appelle les moamis chez nous et qui ont un pouvoir incroyable. Ce sont eux qui sont les conservateurs de toutes ces coutumes-là. Et qui ont un pouvoir incroyable parce qu'aussi ils ont un pouvoir administratif et financier. Alors tous ces éléments-là, c'est vrai, il y a des avancées, mais l'application reste encore un problème. Par rapport même à la participation des femmes. Notre loi électorale elle est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements en tant que mouvement de femmes, parce que nous faisons partie aussi des mouvements qu'on appelle les mouvements Rien sans les femmes. Vraiment, rien sans les femmes, on considère vraiment que rien sans les femmes. Mais on propose des amendements à cette loi-là, où on s'est dit, si une liste électorale, il n'y a pas de femmes, 50% des femmes, et qui sont placées en ordre utile, il ne faut pas que cette liste-là soit recevable. Nous avons proposé 14 amendements de cette loi électorale, mais les députés en ont retenu que 4. Donc on comprend que pour eux, c'est conserver les pouvoirs qui les intéressent, que de travailler sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais en général et des femmes en particulier. Alors nous, ça nous arme davantage. On s'est dit, face à un adversaire qui n'a aucune sensibilité, nous devons encore fournir plus d'efforts. Plus d'efforts, c'est dans la modification, la révision de certaines lois, mais en même temps sur la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, nous voulons avoir des appareils judiciaires qui fonctionnent. Nous avons des femmes qui, elles sont obligées de quitter des milliers de kilomètres pour aller juste à la justice. Mais elles vont aller dans un autre territoire qui va les prendre en charge. Et tout est monnayé au niveau de la justice. Alors ça, c'est autant de problèmes. C'est vrai, les structures sont là, mais alors, par rapport à la mise en œuvre de autant d'instruments juridiques, nous avons un code de la famille qui a été modifié et qui a donné beaucoup de place à la femme avec les questions de genre. Mais tout cela, c'est bon. Mais dans quelle justice cela va fonctionner? Avec quels moyens économiques les femmes possèdent pour faire respecter leurs droits? C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui aussi sur les aspects économiques des femmes. Parce que si vous n'avez pas les moyens économiques, vous n'êtes pas élu chez nous. Ça veut dire que ce sont les cadeaux qui comptent. Tellement que la population elle est pauvre, qu'il suffit de lui donner juste un petit t-shirt avec un képi, alors vous êtes voté. On ne prend pas compte des idéologies ou voilà les programmes d'un parti politique. On a vu même un député qui a ouvert un mangeoire public. Ça veut dire qu'il ouvre un restaurant public. Du matin au soir, les gens viennent manger là-bas. C'est une personne, un commerçant qui n'a aucun niveau, mais il a suffi qu'il ouvre ces mangeoires-là qu'on appelle mangeoires publics et il a été massivement voté. Alors les femmes, elles ont quoi pour aussi donner autant de cadeaux? Elles n'ont rien. Alors on travaille sur aussi les aspects économiques des femmes, où des femmes déjà sont en train de s'unir dans des associations villageoises d'épargne et de crédit. Ça veut dire qu'elles se soutiennent entre elles avec des petits crédits, où elles peuvent faire des activités génératrices de revenus, elles peuvent faire des petits commerces juste avec les produits de leur champ. Mais là aussi, il y a un problème. Nous avons des zones où plusieurs barrières empêchent aux femmes aussi, en même temps aussi, d'écouler leurs produits. Parce que s'il faut passer d'une barrière à une autre, qui sont des barrières qui sont soit entretenues par ces gens, les hommes qui sont dans ces groupes armés, ou par même la police nationale, par l'armée nationale, ça veut dire à chaque barrière, vous devez donner quelque chose de votre produit. À chaque barrière, vous devez donner soit 1000 francs congolais, équivalent à 0,5 $, à peu près comme ça. Et au final, vous allez vous retrouver, vous êtes arrivé au marché, finalement, vous n'avez rien gagné. Donc, c'est autant de défis
C'est vrai qu'il y a des avancées du point de vue, disons, juridique à travers les textes, mais c'est la mise en application qui pose problème. Les volontés politiques, les considérations politiques priment sur le respect des droits, le respect des textes, le respect aussi comme autorité qui a l'obligation de protection. Ça, c'est quelque chose qui est important. Peut-être un point que je n'ai pas mentionné, c'est que pendant les conflits, il y a une stratégie que nous avons développée aussi pour maintenir les femmes dans leur travail d'activisme. C'est qu'on a travaillé sur leur sécurité, leur protection. On s'est dit, elles ont besoin aussi de savoir, dans une situation aussi complexe de conflits, comment elles peuvent garantir leur propre sécurité. Et pour nous, la protection, elle est plus communautaire. C'est pourquoi nous travaillons sur le leadership des femmes. On s'est dit, lorsque ces femmes-là ont une certaine légitimité dans leur communauté à travers les actions qu'elles posent, ça veut dire qu'elles peuvent compter sur la même communauté pour une protection communautaire. C'est autant de stratégies qui les maintiennent aussi dans leur activisme. Je pourrais t'écouter pendant des heures, dit-elle. Hein? Yvette, quand tu écoutes Yvette, si tu penses à la Colombie, oh la Colombie, les territoires éloignés de la Colombie, comme au Congo, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas d'État, entre 37 institutions qui font partie du système environnemental, d'agriculture, etc. Il n'y a pas une seule entité en Colombie qui ait un bureau dans les zones rurales. Il n'y a aucune représentation au niveau rural. Donc, une absence de participation politique également dans les femmes et dans les organes de prise de décision. Ce que nous exigeons, c'est une autonomie personnelle, une autonomie économique et une autonomie politique. Et bien sûr, il y a encore cette barrière, c'est ce système d'hégémonie patriarcale qui ne laisse pas la femme rentrer et monter. Les propositions sont des propositions très bien conçues, etc., du point de vue politique, personnel, communautaire, etc. Toutes ces stratégies, comme l'a présenté Yvette, eh bien c'est ainsi qu'on fait la même chose ici dans les territoires. On collectivise les actions parce que seule elles seraient détruites. On collectivise, pourquoi? Parce que c'est la manière de se protéger nous-mêmes. Car si une seule réclame, eh bien un désastre. Donc, il fait que je suis obligée d'être ici. Bon, Luce, pour signer les accords de paix en 2016, tu peux nous en parler? C'est un processus intéressant entre le gouvernement et la FARC. Ça a commencé en fait depuis 2015 ou même un peu avant. C'est un processus et les premières qui réclamaient, qui voulaient négocier, c'était pas simplement avec la FARC, avec les LN, c'était les mouvements armés, hein, la FARC, etc., et tous les rebelles. Bon, ben là, à ce moment-là, ces mouvements de femmes ont réclamé cela, voulaient être présents, et surtout depuis les territoires, et ensuite au niveau national. Bien sûr, depuis 2015, on a commencé à construire un agenda avec les propositions, ce que nous voulions, et être présente autour de la table dans une négociation. On sait qu'il existe une chaise, disons, pour la représentation de la société civile, que nous puissions participer. Bien sûr, ça ne s'est pas produit à ce moment-là, et véritablement, au niveau conceptuel, je crois que ce n'est pas un accord encore de paix. Bon, il y a une pacification en Colombie, oui, mais dans le cas des femmes, bon, on a gagné quand même. On est arrivé à 130 propositions et mesures sur la base du genre, qui ont été générées de bas en haut, depuis les territoires. Donc, avec ces aspects économiques, une réforme rurale intégrale, nous, là, on a un processus judiciaire, là. On exige le même accès que les hommes, etc. Au niveau de la propriété des terres, on veut une formalisation, etc. Il y a un élément structurel. Bon, qui a été vu comme ça rapidement et qui est en rapport directement avec les femmes. D'abord, nous avons une campagne qui s'appelle
les comptes clairs pour les femmes. Et puis on compte sur nous, et qu'il n'existe toujours pas aujourd'hui une dimension réelle au niveau des statistiques qui montre clairement quelle est la dimension des femmes. Il y a des projections qui sont faites à partir des recensements de la population, mais non pas parce qu'ils émettent des indicateurs de genre, non. Donc, dans les zones les plus éloignées, bon, il y a un concept concernant le recueil de statistiques en Colombie qui situe les populations les plus éloignées donc qui ne sont pas prises en compte. Donc, forcément, ça représente un pourcentage quand même de la population. Et donc, ce qui n'est pas compté, eh bien, ne fait pas partie de la politique publique et donc ne fait pas partie également du budget de l'État. Donc, au niveau structurel, dans le budget national de l'État, tout ceci n'est pas pris en compte. C'est un pays centralisé, patriarcal, la Colombie, qui n'a pas de dimension de budget pour les femmes, non. Vous pouvez chercher le plan national et vous verrez 1 million pour les femmes. Mais non, on peut vous analyser en profondeur les politiques publiques sur la base du genre. Et bien là, à la fin, eh bien, c'est pas reflété, pas du tout. Donc, qui administre tout cela? On n'a pas de ministère. Bon, le système économique est établi et les ressources du budget sont distribuées entre les ministères, n'est-ce pas? Bon, des structures pas différentes par rapport à ce que fait l'Espagne. C'est un modèle qui se répète dans l'État espagnol, également la structure de l'État en Colombie. Bon, mais tant que cela ne se transformera pas, eh bien, si on entendra en Colombie, on investit en ressources pour les femmes, etc., des millions d'États. Mais ça ne se traduit en rien. Bon, mais on peut montrer qu'il n'y a pas de budget pour les femmes. On arrive à le démontrer, on l'a démontré. Il y a des indicateurs zéro, enfin bon, et qu'il n'y a pas d'indicateurs spécifiques pour les femmes. On n'est pas dans les statistiques, beaucoup, 52% on nous dit. Et on répète, oui, 52%, d'accord. Bon, mais on peut même pas, on n'a pas les moyens nécessaires pour faire une enquête au niveau national. Mais bon, on voit dans la zone, etc., des terres, de la montagne, etc. L'État n'a même pas osé rentrer parce qu'il y a encore la présence de groupes d'insurgés. Bref, ou dans le sud, où le LNM est celui qui dirige la région, etc. Ou d'autres groupes armés dans la zone avec le Panama. Eh bien, il n'y a jamais eu un recensement de la population réelle dans toutes ces zones que je viens de mentionner. En 2015, bon, certains indicateurs de genre ont commencé à être inclus. Mais enfin bon, le budget, bon, politique statistique, ce dont on a besoin de tout ça, et fondé sur des résultats. Un manque d'efficacité totale au moment des conflits armés qui affectent surtout tout ce qui est marginal. Et les marginales, eh bien, ce sont les femmes dans le pays et dans les territoires qui sont les plus éloignés des centres du pouvoir. Donc, en définitive, la participation politique augmente. Bon, oui, on est arrivé à pouvoir devenir visible. Oui, peu à peu. La différence du Congo, là, oui, on a un petit progrès quand même. Parce qu'on est arrivé qu'il y ait plus de femmes comme juristes, comme magistrats, etc., qui arrivent à faire un travail extraordinaire qu'il faut protéger. Parce qu'elles ont été également menacées, ces femmes. Parce que, bon, l'attaque, l'agenda des droits des femmes, etc., en Colombie, c'est quelque chose de public. Luz, donc, ton organisation collective des femmes dans le droit, elles n'ont pas confiance, elles ne pensent pas que l'institutionnalité, disons, qui surgit de l'accord de paix et qui est sur la commission de la vérité, juridiction spéciale pour la paix et la recherche de personnes disparues, etc., qui a une dimension genre. Hein. Donc, il y a des femmes qui sont magistrats, avec des stratégies pour voir. Donc, dans le rapport de la commission de la vérité, qui va être publié maintenant, non, le 28 de ce mois, je crois, hein, oui.
à la JEP. Bon, est-ce que donc depuis Coleman, vous n'avez pas confiance toutes en ce que ces trois institutions au moins qui ont des stratégies de genre vont pouvoir mener à bien des mesures qui sont dans l'accord concernant l'égalité entre hommes et femmes? Bon, on a confiance, oui, mais on insiste. Pourquoi? Parce qu'on veut croire dans tout cela. C'est le mouvement des femmes. Bon, le mouvement des femmes, on va gagner. C'est pas que l'État le représente, non. C'est le mouvement des femmes qui le représente. Donc, sans accord sur le genre, on ne pouvait pas suivre ces accords. Et ceci, le système de justice. Bon, il y a un progrès, oui, en matière judiciaire, oui, de pouvoir démontrer des progrès, oui. On est loin encore de tout, mais bon, enfin, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles également, oui, ce système de justice, de réparation est également menacé. Malheureusement, les espaces de travail ont été envahis par le gouvernement lui-même. Il y a une crise institutionnelle où les pouvoirs sont, comment dirais-je, sont complètement transformés. C'est une inexistence de l'État social, de l'État de droit dans des actions. Je le dis en tant qu'avocat, c'est illégal. Il y a une série de choses complètement illégales que le pouvoir exécutif envahisse les zones de travail du pouvoir judiciaire. Tout à fait illégal. C'est incroyable si ça se passait en Espagne. Bon, mais il y aurait une protestation sociale incroyable. Bon, mais c'est là qu'on voit bon, des petits progrès sur la violence sexuelle. On a arrivé à la faire connaître. Il y a eu des données sur les déplacements et les personnes qui ont été dépouillées de leurs terres. On a présenté un rapport avec 300 cas spécifiques où nous pouvons démontrer, et bon, de façon précise, toutes les personnes qui ont été menacées, attaquées, poursuivies. On peut démontrer qu'il y a un rapport de pouvoir économique, politique de l'État au niveau local, national et international. Et ce dépouillement, bon, c'est tout détaillé dans les 300 cas qu'on a présentés. Et on répète tout cela maintenant. La justice spéciale pour la paix, ça ouvre la possibilité de connaître maintenant des rapports pour pouvoir consolider ce qu'on appelle le macro-cas, c'est-à-dire étudier le cas de déplacement forcé, etc., et dépouillement des terres. On va toujours mettre une perspective de genre, de femmes, dans toutes nos interventions, des femmes et des jeunes filles. Ce sont des choses fondamentales qui sont différentes, mais toujours, elles doivent être présentes. On n'a plus beaucoup de temps, donc il n'y a pas de questions. Tout était bien clair. Tout d'abord, merci. Une question pour Luz sur ce qui va se produire dans une semaine, je crois. Une victoire de Gustavo Prieto serait possible. Comme président, ça pourrait représenter un changement réel dans la vie politique, où tu penses que peut-être qu'en Espagne, on le voit comme une vision différente. On est peut-être trop optimiste ou quoi? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne question. C'est la question de la semaine, là, oui. Bon, au deuxième tour des élections, comme défenseur, notre rôle, c'est défendre les droits. Et le président qu'il y aura, eh bien, on va continuer avec notre rôle. On considère que la perspective d'avoir un candidat qui respecte l'état social de droit, qui respecte les traités internationaux et qui respecte l'accord de paix, c'est ce qui devrait se produire. Simplement, dans le monde et en Colombie en particulier. Ça, c'est un panorama que nous espérons pouvoir se produire en continuant à défendre nos droits sans être menacés et sans devoir vivre en exil, comme des collègues donc, qui n'ont même pas pu survivre
ces interventions violentes. Donc c'est un scénario qui soit positif pour pouvoir continuer notre agenda. Dans le cas des femmes, bien sûr, nous allons continuer à travailler sur nos agendas, nos programmes et analyser les différents scénarios pour la construction de la politique publique, la matérialisation d'un plan de gouvernement avec des mesures concernant le genre, des mesures en faveur des femmes. Mais ça sera après. C'est le plan de la construction citoyenne, la participation des territoires, c'est ce que nous voulons également. Oui, on exige que les territoires soient présents avec les femmes. Et depuis les fins fonds du pays, d'un autre côté, ce qui a été structuré, dont je vous ai parlé, ça va pas, un seul président ne va pas pouvoir nettoyer toute la situation du jour au lendemain. Tout est pénétré, pouvoir législatif, tout, etc. Donc, il va falloir tout retravailler sur un cadre légal, juridique, qui s'est construit pendant des décennies et sur la négation de droits et pour instrumentaliser des droits à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Concernant cette question, Yvette, j'ai un commentaire. L'année prochaine, il devrait y avoir des élections présidentielles et locales au Congo, n'est-ce pas? Tu peux nous en parler un tout petit peu? Que pourrait-il se passer? Oui, effectivement, il est prévu qu'on ait des élections en 2023, donc l'année prochaine, parce que c'est un mandat de 5 ans. Et le président qui est là, il va faire 5 ans l'année prochaine. Mais au regard, à l'analyse de la situation contextuelle aujourd'hui en RDC, on a tendance, nous sommes en train de voir qu'il y a de plus en plus de lignes rouges qui risquent de nous empêcher d'aller vers les élections. Déjà, les animateurs de la Commission nationale indépendante pour les élections, les personnes qui sont là-bas ont été contestées beaucoup plus par l'Église catholique, l'Église protestante, qui sont des forces sociales très importantes chez nous. Avec ce qui se passe présentement dans le Nord Kivu, avec encore une fois cette résurgence de guerre qui est là, présentement, là, nos forces armées sont en train de se battre contre les rebelles du M23, qui sont soutenus par les pays voisins, les Rwandais que je cite. Je les cite parce que officiellement, notre président a démontré que, au vu de l'arsenal qu'utilisent ces groupes armés, ils sont soutenus par le pays voisin qui est le Rwanda. En même temps, nous sommes en train de voir que le budget qui est prévu pour ces élections-là, en principe, le budget doit être autour de 60 millions de dollars comme ça, mais le gouvernement va disponibiliser juste 12 millions. Le reste va venir d'où? Or, quand on voit les forces diplomatiques, les tendances est de plus renforcer la société civile pour qu'on ait des élections plus ou moins participatives par rapport à la présence des femmes, mais en même temps aussi inclusives par rapport aux jeunes et femmes, bien sûr. Donc, avec tous ces éléments-là, toute cette instabilité-là, on ne sait pas tout de suite dire qu'en 2023, on aura des élections. Mais si nous avons des élections, ce que nous souhaiterons, nous commençons déjà à travailler, nous comme femmes, sur les potentielles candidates femmes. C'est vrai que nous sommes une représentation très faible au niveau de l'Assemblée nationale et même provinciale. Vous imaginez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, sur 500 députés, nous n'avons que 47 femmes. Au niveau de l'Assemblée provinciale, dans ma province, le Sud Kivu, sur 43 députés, nous n'avons que 4 femmes. Et ça fait longtemps que nous exigeons aussi les élections locales. Ça fait déjà le 3e cycle et bientôt le 4e cycle électoral où on se limite d'avoir seulement les élections présidentielles, sénatoriales et
les élections au niveau des assemblées nationales et provinciales. Pour nous, les élections locales sont très importantes parce que nous travaillons déjà sur le leadership féminin au niveau local. Le leadership féminin qui est en train de faire preuve par rapport aux actions collectives au niveau local, qui est en train de s'aimer une certaine légitimité dans sa communauté. Et il y a quand même des femmes qui ont l'ambition de postuler. Alors si on n'a pas les élections au niveau local, pour nous c'est un problème sérieux parce que les changements aussi doivent partir de la base. Tellement nos structures sont détruites que nous avons besoin d'avoir des personnes au niveau de la base qui sont élues par la population. Parce que si elles continuent à être nommées par les autorités, ça veut dire tout simplement qu'elles vont plus conserver, défendre de celui qui les a mis là-bas. Et nous, nos intérêts seront où? Les intérêts. On ne va pas se retrouver dans un système comme ça. Déjà, avec un budget aussi faible, on nous montre encore une fois que voilà, probablement encore on va reporter les élections locales. C'est jusqu'à quand? Et nous, comme société civile, avec les mouvements citoyens, il y a des actions qui sont en gestation, des manifestations. Cette fois-ci pour exiger qu'on ait des élections locales. C'est très important qu'on ait les élections locales. Et aussi, on est en train d'exiger, c'est vrai que la loi elle est au niveau du Sénat, parce qu'elle a quitté l'Assemblée nationale. Le Sénat aussi va apporter son regard. Mais nous, on exigeait qu'un candidat qui donne des cadeaux, que ces candidatures soient vraiment éliminées. Parce que ça ne nous permet pas aux femmes qui n'ont pas de moyens pour donner des cadeaux de battre campagne dans un environnement comme ça. Ce sont eux qui sont au pouvoir, qui amassent de l'argent à travers des détournements, à travers des corruptions et qui se font des réserves pour préparer les élections. Et nous qui ne sommes pas là, on va tirer les moyens où? Donc c'est vraiment un problème sérieux. Et un autre point qui nous met un peu dans les hésitations de penser qu'on va avoir les élections, on parle du recensement de la population. Vous savez que chez nous, on n'a même pas de cartes pour comment vous appelez ça? Les cartes d'identité. On n'a pas de cartes d'identité chez nous. On utilise les cartes électorales comme carte d'identité. Mais maintenant, on nous dit qu'il faut faire les recensements. On va faire les recensements. Ça va prendre combien de temps? Avec une population estimée à plus de 80 millions de dollars, où les routes sont coupées, où on ne sait pas, il y a des endroits qui sont contrôlés par les groupes armés, et puis les recensements, ça va se faire comment? Donc si on commence les recensements, ça risque de prendre 2 ans, 3 ans. Ça veut dire tout simplement qu'on va avoir un prolongement du mandat de celui qui est là. Or, les forces vives sont les yeux ouverts. Nous ne voulons pas de prolongement. Tellement qu'il n'a pas répondu aux aspirations de la population, mais alors ils sont en train de mettre tous les mécanismes en place pour soit prolonger, soit ne pas avoir les élections. Et nous, on continue à être attentifs. Parce que cette fois-ci, nous voulons vraiment qu'il y ait un changement dans l'organisation de ces élections-là, mais en même temps aussi faire passer certaines femmes qui ont de l'ambition. Et ainsi, on est sûr que les besoins sexuels spécifiques des femmes seront pris en considération à des niveaux donnés. Vous avez des ministères où, quand un budget national est voté, il n'y a aucun budget sur les genres, comme l'a dit Luz. Ça veut dire que tout simplement, les questions des gens, ce sont les questions qui n'attirent aucune sensibilité. Tous les financements toutes les actions liées aux gens, ce sont des financements que nous recevons de l'extérieur. Vous avez parlé du plan d'action 1325. Nous sommes au 2e plan d'action. Mais ce plan-là, il est financé par qui? C'est autant de questions qui sont là. Et pour nous, ça n'augure rien de bon par rapport aux prochaines élections. Mais on s'est dit, on ne va pas croiser les bras. On va être attentifs et on va monitorer tous ces cas-là pour qu'on puisse voir comment faire des actions sociales collectives. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hay pregunta? Perdón. Sí. Merci aux deux.
les orateurs. Quel type de soutien vous recevez d'autres pays? Et merci grâce à vos efforts. Et quels sont les pays qui vous soutiennent du point de vue financier ou d'un autre point de vue, si vous recevez de l'appui? Bon, je l'ai dit, Colombie, l'agenda des femmes et d'autres agendas sociaux, malheureusement, sont maintenus avec des ressources de coopération internationale. Il y a des pays comme l'Espagne, la France, la Suisse, la Norvège, qui ont des agendas pour le développement et la paix en Colombie, entre autres pays. Mais surtout, il y a quelque chose que nous indiquons toujours, et on aime le reconnaître, c'est que nous nous protégeons entre sociétés et communautés internationales, avec des pays comme la Norvège, l'Espagne, la Suisse, sont de la société civile, qui nous appuient également, non seulement avec des ressources économiques, mais également personnellement. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai été reçue, prise en charge, en plein dans la crise personnelle dont je souffrais. Tout ça, c'est très significatif. Vous, ici, vous vous êtes mobilisés, vraiment. C'est parti également du soutien. Ce n'est pas uniquement en termes économiques, n'est-ce pas? Le soutien, lorsqu'on était en pleine crise, l'attaque à le point de vue social en Colombie, le monde en différents a réagi, la société civile, elle nous a beaucoup aidés. Vraiment, parce que, à tous les niveaux, parce qu'on était vraiment attaqués en Colombie. Nous recevons des aides de plusieurs pays, beaucoup plus aussi les pays de l'Union européenne. Là, je vois la Suède, la Hollande et l'Espagne aussi, parce que nous avons collaboré de très près avec des organisations espagnoles, surtout dans les programmes femmes par rapport à un système d'information. Mais aussi, il y a des structures qui reçoivent l'aide de l'USAID, c'est américain. Mais nous, personnellement, pour ce temps-ci, il y a la coopération suisse qui intervient beaucoup à l'est de la RDC, avec des appuis dans différents secteurs. Et ça aussi, beaucoup plus aussi par rapport à la participation, bien sûr aussi, j'ai parlé des Suédois aussi, qui sont là, et d'autres pays. La France qui a déjà lancé même un appel à projet il y a quelques mois, et les ambassades qui interviennent beaucoup plus, parce que pour nous, nous utilisons aussi les corps diplomatiques pour passer certains messages de plaidoyer, pour voir comment ils peuvent aussi bousculer du point de vue politique. Bueno, pues ahora sí, una última pregunta que yo creo, sí, ya vamos a cerrar. Une dernière question, très rapide, parce que vraiment, après tout ce que nous avons commenté, Yvette, très brièvement, par rapport au panorama de travail, ce que vous avez à faire maintenant, comment vous y faites face? Comment tu te trouves, toi et vos collègues? Parce qu'il y a encore un pic de violence. Comment vous vous y préparez? Dans quel état vous êtes? C'est sûr qu'on s'arme de beaucoup de courage, mais en même temps aussi, il y a une pression sur nous, parce qu'il y a un problème aussi de traumatisme. Parce que lorsqu'on écoute parfois des témoignages, lorsque les femmes vous racontent ce qu'elles vivent, on est affecté aussi par ce qu'elles racontent. Mais en même temps aussi, on s'est dit, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire face à l'ignorance des droits des femmes, face à un système qui presque ne place la femme dans rien de ce qu'il fait. Nous avons aussi beaucoup de choses à faire. Et pour nous, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à les faire, mais beaucoup plus, nous voulons aussi que nos voix soient relayées par d'autres structures à différents niveaux. Vous avez les opportunités, les cadres où vous pouvez passer les messages. Aidez-nous aussi à passer les messages. Parce que c'est un combat de toutes les femmes. On a besoin de savoir les femmes en sécurité. Et ces histoires de conflits, c'est quand même des histoires qui
qui ne font que ramener encore la situation où on avait des lueurs d'espoir, de décourager, mais nous, on ne va pas être découragés. Parce que les conflits, vraiment, il faut les vivre pour comprendre à quel point c'est quelque chose de très traumatisant, où les familles sont déchirées, ou même nous-mêmes qui intervenons dans ce genre de zones, on est exposés parce que tout simplement, il y a beaucoup de risques aussi de subir certaines violences aussi. Je vais vous étonner. Des fois, même quand on va dans une zone, vous imaginez qu'on peut mettre des pantalons jeans pour se dire, voilà, c'est juste pour minimiser le fait qu'on peut être violé. Ça veut dire, lorsqu'on va lever un pantalon, j'aurai le temps de crier. Voilà autant d'éléments. Donc déjà, l'environnement de travail n'est pas facile, mais aussi, nous, on s'arme de courage de donner le sourire à certaines femmes, et c'est ce qui nous encourage. Muchas gracias por estar aquí, Ivette. Luz, tú estás aquí, estás con un programa. Luz, tu es là grâce à un programme de protection internationale. Comment te sens-tu? Comment fais-tu face à la situation? La guerre nous a appris également à savoir lire le contexte. Nous le faisons constamment. La lecture du contexte, du point de vue collectif. Et dans les réseaux que nous avons, c'est un espace d'articulation de la région du Caraïbes avec 55 organisations au niveau territorial. Et ceci nous aide beaucoup, car d'une façon permanente, on peut mesurer les risques et savoir là où il faut s'arrêter, non? Et revenir à un espace personnel plus protégé. Je suis là, mais avec beaucoup de résistance. Et oui, mais comme c'est une stratégie collective, eh bien, lorsque nos collègues, nos amis nous disent « arrête-toi », eh bien, il est nécessaire. Et il faut que tu bouges, bien sûr, mais attention, il faut savoir s'arrêter. Parce qu'il faut maintenir sa vie pour continuer à lutter, non? Et donc, la vie, la liberté et la dignité. Pour l'instant, je suis là, ici, oui. J'espère peu à peu pouvoir revenir en Colombie. Actuellement, non, je n'aurai pas les garanties. Mais si les choses commencent à changer, bon, on apprend que j'ai appris également comment continuer à faire le travail d'une autre façon. On est en train de développer cet agenda international depuis notre situation de conseil et conseiller auprès des Nations Unies. Bon, il y a un rapport sur le progrès établi par les Nations Unies en 2020, en 2021, et qui montre comment ce que l'on avait gagné au niveau de l'agenda des femmes a fait marche arrière. Et ce qui est la chose la pire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas arriver à mesurer quel est l'impact réel dans la vie des femmes, parce qu'un des freins, c'est le manque d'indicateurs et de statistiques du point de vue du genre et du point de vue des femmes. Et donc, c'est quelque chose au niveau mondial. Toutes les femmes doivent continuer à travailler pour un agenda qui nous représente. Et surtout, plus de 130 pays en conflit, etc. Je crois que l'on devrait les applaudir et leur souhaiter un bon retour.